Bon, parlant de l'humanitaire, il faut dire même que ce thème a été traité le 4 novembre cette année-là, cette année apte, puisque j'ai été invité par Maya, qui est la responsable d'une association qui intervient au Burkina Faso. Elle me demandait si l'humanitaire pouvait être un instrument de développement. Bon, ça prête à débat parce que depuis les indépendances, on voit que l'Afrique a toujours bénéficié des actions humanitaires et ces actions humanitaires surtout concernent l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les pays enclavés et pauvres comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, entre autres. Mais à voir de près l'humanitaire, certes, dans un pays comme le Burkina Faso, depuis les indépendances, les gouvernants n'ont pas fait un effort de développement et ils ont laissé le développement aux jumelages, aux associations, aux ONG, surtout qui interviennent efficacement, il faut le dire d'une part, parce que le Burkina Faso est un pays pauvre, qui n'a pas de ressources et 90% de la population est analphabète. Et lorsque les humanitaires viennent au Burkina Faso, en règle générale, c'est pour intervenir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et puis aussi dans le domaine de l'eau, parce que les populations paysannes manquent crucialement d'eau potable, et aussi, souvent, c'est pas rare de voir des villages de 2000 habitants, 3000 habitants, 4000 habitants sans école. Et les humanitaires interviennent pour construire des écoles. Il faut reconnaître que c'est une bonne chose. Et puis aussi, le problème de santé se pose avec beaucoup d'acuité, en ce sens qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent à la maison, à leur risque et péril, parce qu'il manque de maternité. Et comme certains Européens sont sensibilisés sur ces questions-là, donc ils interviennent en construisant des maternités pour permettre aux femmes d'accoucher dans ces structures-là. Mais on remarque que par ailleurs, il y a des femmes qui manquent de moyens pour accoucher dans ces maternités parce que dans les maternités, on leur demande par exemple une certaine somme et lorsqu'elles n'arrivent pas à débourser cette somme-là, elles accouchent chez elles avec toutes les difficultés liées à cet accouchement. Mais en regardant aussi de près, on peut dire que c'est bien vrai que l'humanitaire peut développer un pays, entre guillemets, mais on remarque que lorsqu'il y a les humanitaires, lorsqu'ils interviennent, l'État ne fait plus rien. Or, le développement d'un pays incombe aux gouvernants en place, c'est-à-dire soit le Burkina Faso, soit le Niger ou le Mali. Mais dès lors que les humanitaires interviennent, l'État se désengage. Et cela n'est pas possible à mon sens, parce que le développement incombe aux États eux-mêmes, non pas aux humanitaires. Donc, l'humanitaire est un couteau à double tranchant. D'une part, ils permettent au développement, d'autre part, l'humanité crée une certaine léthargie et crée aussi, fait en sorte que le gouvernement se désengage, ce qui n'est pas bien. C'est pour cela, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut laisser les États africains se prendre en charge. À force d'intervenir, les États ne font rien. Or, ce n'est pas aux autres pays de développer l'Afrique, mais aux Africains eux-mêmes de se prendre en charge, de se développer. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui certains intellectuels qui pensent que l'Afrique ne peut pas se développer sur la base de l'humanitaire parce qu'il faut changer les choses, il faut changer les mentalités parce que les mentalités aujourd'hui font que... Parce qu'en Afrique, lorsque ça ne va pas, la première des choses c'est de tendre la main à la France, ce qui n'est pas juste. Les Africains doivent eux-mêmes trouver des solutions à leur développement, réfléchir comment faire pour s'affranchir du joug de l'humanitaire et créer des conditions favorables au développement. Donc sur la question de l'humanitaire, moi je pense que je suis nuancé
Nuancé d'une part parce que je connais que pour avoir travaillé dans mon pays, pour avoir aussi côtoyé les populations paysannes, je sais que ça soulage certains problèmes, mais par ailleurs, l'humanité fait en sorte que les États africains, certains États africains, en l'occurrence mon pays, ils font qu'ils n'interviennent pas, ils assistent au lieu de s'impliquer au développement et de prendre en charge leur destin. Mais du coup, moi, je pense que la question migratoire en ce qui concerne l'Afrique, moi je pense que les gouvernants français, d'une part, sont responsables de cette question, même si les États africains ont leur part de responsabilité, parce que si on se réfère à l'histoire, depuis les indépendances, la France n'a pas permis aux États africains de se développer et de faire en sorte que ces pays-là créent des richesses afin que leurs enfants, leurs fils et leurs peuples puissent avoir un emploi. Et parce que je sais que depuis les indépendances, des grands chefs d'État comme les Lumumba, des hommes politiques qui étaient des porte-voix comme les Sankara, qui prônaient des vertus, c'est-à-dire il faut que l'Afrique se prenne en main, il faut que l'Afrique aussi crée des richesses. Mais on a remarqué que depuis les indépendances, la France imposait ces hommes de paille, lorsque un gouvernant qui voulait émerger, qui avait de bonnes idées pour son pays, pour gouverner son pays et afin d'être libre. On connaît bien l'histoire de Foucault. Foucault, c'était celui-là, ce Français-là, cet homme politique, entre guillemets, qui torpillait l'avenir de l'Afrique. Dès lors qu'un chef d'État africain assez courageux qui veut prôner des valeurs d'indépendance, Foucault faisait en sorte de mettre les bâtons dans les roues de ce gouvernant. Et bien de gouvernants n'ont pas été capables de gouverner, et la France ne soutenait que les gouvernants qui sont sous sa coupe. Et lorsqu'un gouvernant est sous sa coupe, c'est-à-dire que les intérêts, ce dernier ne défend que les intérêts de la France, non pas les intérêts africains, d'où beaucoup de richesses africaines sont retournées en France au lieu de rester sur place pour aider les Africains à s'en sortir. Si on prend le cas comme le Gabon qui a du pétrole et qui ne s'en sort pas, le cas comme le Congo de Sassou Nguesso qui a du pétrole et qui ne s'en sort pas, comment pouvons-nous comprendre que ces pays génèrent des richesses, ils ont des populations qui tournent autour de 5 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, pourtant ils ont du pétrole et leur peuple n'arrive pas à s'en sortir. Bien donc, en conclusion, lorsque un chef d'État africain ne mène pas la politique que la France veut, ce chef d'État, on fait tout pour l'enlever. D'où beaucoup de chefs d'État ont gouverné dans cette optique-là, et puisque les richesses ne restent pas en Afrique, et que les populations africaines, la jeunesse africaine n'arrive pas à trouver du boulot pour s'en sortir, et c'est une question qui n'a pas été traitée. La question de l'immigration ne date pas aujourd'hui, même si ces derniers temps, le flux migratoire est devenu très important. L'immigration, c'est une question dont on évoquait très peu. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais maintenant, le flux migratoire est devenu plus important. Donc, moi, je pense que ces questions-là, on doit voir comment l'Afrique peut s'en sortir, comment créer des richesses en Afrique pour que ses fils puissent rester et y travailler. Mais indépendamment de ça aussi, il y a la question de la géopolitique qui est troublée. On voit qu'en Irak, il y a des guerres. On voit qu'en Libye, la Libye n'est pas stable. Le Moyen-Orient aussi n'est pas stable. D'où le besoin des gens de se déplacer vers des pays stables, c'est-à-dire l'Europe ou l'Amérique. Donc on ne peut pas empêcher à quelqu'un de se déplacer parce qu'il y a des guerres, soit en Irak, en Afghanistan ou bien en Syrie. Je pense que le déplacement,
c'est un droit fondamental d'un citoyen de ce monde. Bon, je dirais que je n'ai pas la prétention de bien connaître le domaine de la presse. Et je sais seulement que lorsque je suis arrivé en France, j'ai fait une petite formation qui me permettait de rédiger des articles de presse pour l'indépendant de mon pays, parce que je suis très attaché au Burkina Faso et particulièrement à ce qui touche ce pays, c'est-à-dire le problème politique, social et économique. C'est ce qui m'a permis de faire cette formation. Mais concernant la presse française, je pense que, à mon avis, il y a une liberté de la presse parce qu'il y a aussi une variété de presse. On a des presses de gauche et des presses de droite et chaque presse fait des analyses assez, à mon sens, assez intéressantes. Et cette presse aussi révèle certaines affaires que le commun des mortels ne sait pas. En l'occurrence, les investigations de Mediapart, par exemple, qui a mis en lumière l'affaire Cahuzac et bien d'autres affaires. Donc, je dirais que vraiment, c'est incomparable avec la presse africaine, quoi. La presse africaine qui quand même tâtonne en ce moment parce qu'il y a beaucoup de dictateurs qui entravent la liberté de la presse et qui ne permet pas aux journalistes de faire bien leur métier. C'est pour cela que le nombre de journalistes africains sont corrompus parce que non seulement il leur manque beaucoup de moyens matériels et aussi moyens humains pour pouvoir faire bien leur travail, ce qui fait que le nombre de presses sont inféodés au pouvoir en place. Cela est valable en Afrique, même dans mon pays. Il y a des journalistes qui ont des acquaintances avec les chefs d'État et les gouvernants. Je voulais quelqu'un pour me parrainer pour que l'œuvre soit connue et c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Et c'est à la veille de son assassinat, c'est-à-dire en 98, je pense que c'est en mai 98, où j'ai eu quand même, j'ai bénéficié de ses services. Le jour de l'apparition de l'œuvre, il était au centre culturel Georges Méliès et il était parmi ceux-là qui m'ont aidé à parrainer l'œuvre, à publier l'œuvre. Disons même que c'est lui qui était le principal acteur, quoi. C'est lui qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite est venu son assassinat en décembre 98. Et comme j'étais proche du journaliste et que je le connaissais très bien, alors j'étais obligé de m'impliquer à la lutte. J'ai manifesté et comme tout le monde, et disons même qu'on était au premier rang de la lutte. Et c'est ainsi qu'en 2000, 8 avril 2000, j'ai été arrêté, écroué et tabassé. J'ai passé près de 2 à 3 jours en prison. Et après ma libération, comme je connaissais des amis en France, et par la suite, en 2011, non, en 2001 plutôt, je suis venu en France. Et une fois venu en France, une fois arrivé en France, j'ai écrit une œuvre intitulée Hommage au journaliste Norbert Zongo, pour rendre hommage à ce journaliste qui, à mon sens, que je considère comme un père spirituel parce que c'est lui qui m'a aidé à publier ma collection de nouvelles et c'est lui aussi qui m'a donné le goût de l'écriture et puis aussi de l'engagement et aussi vu que c'est un homme intègre et un homme qui aime la justice et puis l'égalité, qui est sensible aux questions de société et qui se met toujours du côté des faibles, parce que lorsqu'il il pratiquait le journalisme, c'était l'un des journalistes, si ce n'est le premier, et qui quand même était juste, qui faisait de l'investigation assez objective, jusqu'à ce que il s'est saisi en 97 de l'affaire David Uraogo. David Uraogo, c'était le journaliste, c'était le chauffeur du petit frère de Blaise Compaoré. Et lorsque Norbert Zongo s'est saisi de cette affaire, puisque
le petit frère du président accuse David Ouedraogo de vol d'argent et ce monsieur sera conduit dans une caserne militaire où il sera torturé jusqu'à ce qu'on lui enlève la vie. Et c'est ainsi que le journaliste Norbert Zongo s'est saisi de cette affaire. Et une affaire qui n'a pas lâché, il a investigué, il voulait que la vérité éclate. Or, l'affaire de vol d'argent n'était que une poudre aux yeux des gens parce qu'il semblerait que David Ouedraogo a surpris le chef de l'État et son petit frère en train d'immoler un albinos. Et lorsque le David Ouedraogo est tombé sur cette affaire, il savait que les deux personnes-là allaient en vouloir à sa peau. C'est ainsi qu'il s'était confié aux journalistes qui connaissaient les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et comme il était devenu très menaçant, il voulait faire écho de cette histoire dans sa presse. Alors c'est ainsi que le 13 décembre 1998, lorsqu'il se rendait dans son ranch, des malfrats se sont camouflés dans un bosquet et l'attendaient. Et c'est ainsi qu'on a tiré sur son véhicule et puis on l'a brûlé. Et on a trouvé que un corps calciné. Et ça a beaucoup touché le peuple burkinabé. Et il y a eu un soulèvement populaire. Et c'est ainsi que par la suite, après ce soulèvement populaire, il y a Reporters sans frontières qui a intervenu pour faire des investigations et afin de mettre la main sur les malfrats qui ont commis ce forfait. Et ensuite, il y a eu des manifestations pour que le commanditaire soit arrêté, mais cela n'a pas été possible, d'autant plus que c'est le pouvoir qui a commandité l'assassinat de ce journaliste. Mais il faut reconnaître que ces malfrats ont été arrêtés et écroués. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas tuer encore un journaliste de cette manière, c'est-à-dire la manière barbare que Blaise et son pouvoir utilisé pour neutraliser ce journaliste qui demeure toujours un ami et dont je respecte la mémoire. Bon, il faut dire que écrire une œuvre, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Au départ, il m'était arrivé de vouloir faire un plan en écrivant un roman, mais j'ai vu que ça ne fonctionne pas parce que ça me fait penser à ces grands auteurs français comme les Victor Hugo, les Flaubert qui disaient que l'inspiration vient de Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il que lorsqu'on commence à écrire un livre, on se met à table, il y a des idées qui viennent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous guidait, qui vous disait, bon, suivez ce chemin, passez par là. Donc il y a une inspiration qui vous guide et vous vous laissez guider parce que vous ne forcez pas. D'ailleurs, mais il arrive souvent qu'en écrivant, il y a des personnages que vous voulez qu'ils soient des personnages secondaires, mais en poursuivant la réflexion, on voit qu'il y a des personnages qui résistent, qui ne veulent pas être des personnages secondaires, mais qui veulent être un personnage principal de l'œuvre. Ce qui explique que l'écriture, c'est difficile quand même de savoir ce qui nous guide, mais la pratique quotidienne de l'écriture fait que ça coule de sources, on se demande d'où nous viennent les idées, et puis lorsque vous écrivez une œuvre, durant cette période de l'écriture, même si elle dure 1 année, 2 ans, le sujet en vous vous couchez avec le sujet, vous vous levez avec le sujet, et lorsque vous dormez la nuit, il y a des idées qui vous viennent. Il arrive que, bon, parfois je me lève la nuit pour relever une idée au risque de l'oublier, ou bien de ne plus savoir quelle était l'idée en question. Donc c'est comme ça que le sujet nous prend, et puis lorsque on finit l'œuvre, on est apaisé, on est libéré, c'est comme un accouchement, quoi.